Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de tous les titres que j'ai lus pendant le mois d'août. J'étais en vacances, ça s'est ressenti et j'ai 10 titres à vous présenter. On démarre tout de suite, comme d'hab, dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et ma première lecture du mois, ça a été Encre de Chine de Qiu Xiaolong. C'est doit être le tome 3, je crois, des enquêtes de l'inspecteur Chen. Ici, on est plongé dans la Chine des années 90 et on suit l'inspecteur Chen, comme son nom l'indique, qui donc travaille pour la police officielle, la police d'État. Et ici, si je me rappelle bien, tout démarre avec une ex-garde rouge qui est devenue dissidente et qui est retrouvée assassinée. Ce que j'aime bien dans cette série, parce que c'est le tome 3, c'est que ça se passe en Chine, forcément, et je trouve que d'un point de vue culturel, on apprend vraiment beaucoup de choses sur la Chine des années 90, mais pas que, sur ce qui s'est passé aussi sous l'époque de Mao, comment le pays tournait dans les années 90, comment les gens se comportaient, et puis voilà, la culture chinoise aussi au sens le plus large. J'ai même tendance à penser que parfois, finalement, l'enquête, elle est un prétexte pour qu'on en apprenne à chaque fois davantage sur la culture, l'ambiance, etc., etc. On passera sur cette couverture moche au possible. Et ici, c'est encore le cas. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, l'enquête en elle-même, elle est intéressante. Elle est très souvent liée, alors je dis très souvent parce que je parle là pour le coup des 3 tomes, à chaque fois à des histoires politiques liées à la Chine. C'est toujours intéressant d'un point de vue culturel. Je trouve aussi que j'avais un peu souvenir que le premier tome était assez lourd à lire, c'est pour ça que j'avais eu du mal à sortir le tome 2. Ce tome 3, il sort beaucoup plus vite, c'est-à-dire, je crois que j'ai lu le tome 2 il y a 1 an, donc le tome 3 l'année d'après, c'est plutôt pas mal. J'ai eu l'impression que c'était moins lourd à lire, alors est-ce que, effectivement, c'est moins lourd, alors j'ai pas vérifié la trad d'ailleurs, si c'était le même traducteur ou pas, mais est-ce que c'est effectivement moins lourd dans l'écriture ou dans la traduction, ou est-ce que c'est simplement moi qui m'habitue au style de l'auteur? C'est une possibilité. Et par contre, il y a un point commun dans les 3 tomes, c'est l'omniprésence de la nourriture, des restaurants, du temps que l'on passe à manger, de tout ce que l'on négocie en mangeant. Pour nos amis chinois, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez important et essentiel. La nourriture, l'importance de bien manger, c'est quand même extrêmement présent. Donc globalement, j'ai bien aimé forcément, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, tout le côté culturel, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je l'ai déjà dit, je m'en rappelle très bien pour le tome 2. Si la culture chinoise, asiatique vous intéresse, c'est clairement une série à découvrir. Si ça vous intéresse pas du tout, franchement, passez votre chemin. Parce que les enquêtes, elles sont pas dingues. Et comme je disais, elles sont quand même beaucoup liées à des choses assez politiques, des événements historiques de la Chine. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous intéresse. Moi, j'aime bien. Donc franchement, je vais continuer. En plus, je crois que c'était une relique. Je crois que ça date de 2016 ou 2017, donc j'ai avancé une série et j'ai lu une relique, c'était cool. Voilà, moi c'est une série que j'aime plutôt pas mal, donc je vais continuer, comme j'ai dit, plutôt quand même pour son aspect culturel. Ensuite, j'ai lu un petit one-shot, Avant que le diable ne te trouve, de Autumn Krauss. C'est publié chez Sabran. C'est pas très estival, c'est plutôt automnal, c'est même plutôt halloweenesque. C'est très court, ça se lit très bien. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tomber dessus en bibliothèque, voilà, c'est plutôt une ambiance assez cool pour Halloween. On est en 1836 et on va suivre une jeune fille. Elle habite avec son frère et son père dans une cabane complètement isolée. On sait, si, États-Unis, Wisconsin, États-Unis. Au début de l'histoire, il va arriver un drame et son frère va se faire enlever par le monstre de la forêt, l'homme de Sèvres, c'est ça. Un homme, une créature en tout cas, où il y a vraiment tout un tas de légendes qui tournent autour de ce personnage. Et Catalina, elle va s'armer justement de tout son courage et elle va décider de partir à la chasse de l'homme de Sèvres et pour retrouver son petit frère et le sauver. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Globalement, ça a été plutôt une lecture assez cool. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. On a vraiment une ambiance très très sombre du début à la fin. Hein. C'est assez noir. Bon, l'objet livre, il est très beau, forcément. C'est du Sabran, donc généralement les objets sont plutôt sympas.
je pourrais presque dire, enfin moi j'ai un peu ressenti comme ça, un peu un dark conte de fées en fait. Hein. On a une légende, ce personnage comme ça, on a une alternance de points de vue, on va un chapitre Catalina et un chapitre L'Homme de Sèvres qui va nous raconter son histoire. C'était assez sympa d'avoir cette alternance de points de vue. Le grand classique, ça donne du rythme et puis forcément on a envie de savoir L'Homme de Sèvres, comment il en est arrivé à ce stade-là, et forcément on tourne les pages plus vite. Et le classique aussi, quand j'étais sur les chapitres avec Catalina, j'étais un peu moins intéressée, j'avais plutôt envie de retourner dans les chapitres de L'Homme de Sèvres qui moi m'intéressaient quand même davantage. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que j'ai plutôt bien aimées. Par contre, à nouveau, voilà, comme souvent, je le reproche dans le young adulte. Alors parfois, ça passe malgré tout. Je trouve qu'à nouveau, il y a un petit manque de profondeur. Et puis, on a une romance, je suis désolée, qui n'a aucun intérêt. Je suis désolée, la romance, elle tombe du ciel. Elle vient de nulle part. Alors même si, bon... Je me suis doutée qu'on allait avoir une petite romance. C'est vraiment pas le cœur de l'histoire. Donc ça va, elle est vraiment en secondaire. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je suis désolée, je vois pas pourquoi mettre cette romance-là. Ça m'a pas plu du tout. Cette partie-là m'a pas plu du tout. Voilà. Globalement, c'était une lecture agréable, sympathique, intéressante. J'ai bien aimé la fin. Mais voilà. C'est resté distrayant et je pense que sur le long terme, c'est typiquement une lecture qui ne me marquera pas. Donc c'est pour ça que si vous avez l'occasion de le découvrir plutôt en médiathèque, je vous le conseille quand même malgré tout. Je sais plus combien coûtait, 24,90. Est-ce que ça vaut 24,90? Je suis pas certaine. En tout cas, pour moi, je suis pas certaine. Mais si vous avez l'occasion de l'emprunter en médiathèque, c'est un titre qui, je trouve, fera plutôt le job pour octobre, pour l'ambiance un petit peu halloweenesque. Ensuite, j'ai lu pareil un titre qui était chez moi depuis très longtemps, c'est Frankenstein à Bagdad de Ahmed Saadawi, publié au livre de poche. J'étais très intriguée parce que finalement, l'auteur est irakien, je crois. Et c'est un style de littérature que je lis pas. Enfin, je vais pas dire peu, c'est pas vrai, je ne le lis pas. Donc j'étais plutôt contente de découvrir. On va être en 2005 à Bagdad, on est sur une période où il y a la guerre. Et il y a une créature qui se promène dans Bagdad et qui, a priori, tuerait des gens pour récupérer des morceaux de corps. Voilà, on va s'arrêter à ça. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé découvrir l'Irak dans la guerre. Alors, ouais, on nous parle de 2005, mais il me semble que dans le roman, on parle plutôt des années 90. D'ailleurs, j'ai un petit doute là d'un coup sur la période précise. Enfin, en tout cas, on est sur une période où l'Irak est en guerre et malheureusement, c'est un pays qui a été très souvent en guerre. Donc, je pense que c'est transposable à plusieurs périodes, à mon sens. Donc, c'était intéressant de découvrir l'Irak en guerre, Bagdad, cette ville en guerre, comment les gens vivaient. On a également toutes les interactions géopolitiques, la vie de la population, comment vit cette population sous la menace permanente des bombes, sous la menace permanente d'avoir des quartiers entiers qui s'effondrent, qui disparaissent, sous la menace d'aller prendre un café et d'avoir une explosion juste à côté de vous. Vraiment, toute cette partie culturelle, c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, la partie Frankenstein, qui finalement était celle qui m'intéressait le plus, j'ai trouvé qu'elle était très secondaire. On passe énormément de temps à rencontrer les personnages qui vivent à Bagdad, les différents habitants qu'on va suivre, leur interaction, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils essaient de survivre, pourquoi ils ne partent pas aussi. Voilà, il y a tout ça. Alors certes, c'est intéressant, mais quelque part, c'était pas pour ça qu'à la base, le livre m'avait tenté. C'était vraiment pour le côté Frankenstein. Je me demandais quel était le lien finalement. Alors le lien, bon, il est assez évident. On est sur une traduction littérale hein, donc, du titre, donc ça s'appelait vraiment Frankenstein à Bagdad, il n'y a pas d'escroquerie sur le titre, hein, ça arrive parfois. Mais vraiment cette partie un peu plus fantastique finalement qui m'aurait intéressée davantage, elle est un peu secondaire et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était aussi parfois pour moi une lecture un petit peu compliquée parce que comme je l'ai dit au début, je ne suis pas du tout familière des noms, des lieux. Alors mis à part Bagdad en lui-même, hein, bien évidemment, le nom de la ville me parle. Il y a également beaucoup de personnages, j'avais parfois du mal à vraiment me rappeler qui était sa fonction, voilà, mais je pense qu'à l'occasion, si je retombe sur un titre de l'auteur, je le lirai avec plaisir. J'ai pas vu, il me semble, d'autres publications, c'est un peu dommage. C'est une lecture intéressante. Voilà, je pense que à nouveau, un peu comme pour le Encre de Chine, si vous avez envie, si vous êtes intéressé par la culture irakienne ou de cet environnement, puisque je pense que d'un pays à l'autre, il n'y a pas énormément de différence en termes de culture quand même.
c'est un livre que vous pouvez découvrir et je pense que vous pouvez l'apprécier. Si comme moi, vous le lisez plutôt pour le côté Frankenstein, bon, sachez qu'il est secondaire. Hein, vraiment, c'est pas là où on va passer le plus de temps. C'était une lecture agréable, mais sans plus. Voilà, je dirais sans plus de part, enfin, principalement parce que bah, voilà, mes attentes ont été un petit peu déçues. On va passer à toute autre chose, un roman que j'ai adoré. J'ai lu Slugs de Shaun Hudson, publié chez Faute de Frappe dans leur collection Frickson, quelque chose comme ça. En tout cas, leur collection de poche. C'était trop bien, vraiment trop bien. Voilà, je vais pas faire un résumé incroyable. On est tout simplement dans un univers dans lequel des limaces se mettent à devenir cannibales. Voilà, en gros, c'est le roman de base, c'est ça. C'est pas beaucoup plus que ça d'ailleurs. C'est un roman popcorn qui date de 1985, puisque du coup j'ai regardé. Alors je crois que l'auteur l'a peut-être un peu réécrit depuis. J'ai bien aimé la construction aussi, puisqu'on va suivre des personnages récurrents. Donc principalement, je crois, un homme qui travaille au service de la mairie. Alors pas de la dératisation, mais vous savez, tous ces services qui vérifient la propreté des canalisations, des choses comme ça. Donc on suit principalement ce personnage-là. Mais chapitre par chapitre, on va aussi découvrir l'avancée de nos chères limaces. Et voir bah, malheureusement la population être confrontée à ces limaces et essayer de survivre, ou en tout cas être parfois surpris par l'avidité de ces limaces. Donc la construction était sympathique aussi, l'originalité des créatures, parce que franchement moi j'ai pas lu beaucoup d'histoires avec des limaces cannibales, pas trop, et puis voilà. Il fait un peu plus de 300 pages, c'est ultra addictif, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas, on défile les pages, voilà. On est, pour moi, c'est peut-être pas un film de série B, parce que c'est quand même un peu plus sympathique, mais dans l'idée, ça se regarde, on passe un super moment, c'est ce que j'appelle, voilà, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est un roman typiquement popcorn, je l'ai lu, j'ai passé un excellent moment, et clairement je relirai l'auteur, c'est évident, et je relirai aussi les éditions Faute de Frappe, parce que c'était vraiment très cool. Petit point négatif, 2 éléments. Le premier, alors moi ça m'a pas dérangé, mais je préfère le prévenir, c'est gore et c'est trash, il faut le savoir, il y a quand même des trucs un peu... Des fois je lisais, ah oui quand même, des fois ça un peu loin quand même. Et puis on a quelques scènes de sexe qui n'ont absolument aucun intérêt, et on a une sexualisation également des personnages féminins qui est absolument sans intérêt aucun. Voilà, bon, excuse, ça date de 1985, même si, même pas 82, c'est même encore pire. Bon. Non, je crois que c'est 82. Alors peut-être qu'il l'a retravaillé en 85, enfin quelque chose comme ça. Bon, j'allais dire pour les scènes de sexe inutiles, malheureusement dans les romans d'horreur de cette époque, il y en a quand même pas mal. Et puis la sexualisation, bon, ça n'excuse pas, mais en tout cas, bon, on sait qu'à cette époque-là, malheureusement, c'était extrêmement présent. Donc voilà, il y a ces deux choses-là que je préfère prévenir qui sont pas... Alors par contre, il y a quelques scènes de sexe qui finissent pas très bien. Je vous le dis aussi, c'est pas... Voilà. Bref, c'était très fun, j'ai passé un super moment. Et voilà, je relirai Faute de Frappe et l'auteur parce que j'ai beaucoup aimé ce titre. Malgré son côté popcorn, vraiment, c'était plutôt très cool. Ensuite, j'ai lu, alors j'ai même terminé parce qu'en fait, je l'ai démarré en juillet. Je me suis rendu compte que je sortais peu les recueils de nouvelles, que j'en avais beaucoup chez moi et que c'était un peu dommage de ne pas les sortir. Je m'en suis rendu compte principalement en février quand j'ai lu pas mal de nouvelles. C'est plutôt cool à lire les nouvelles. Donc, j'ai lu à partir de juillet et j'ai terminé en août le recueil de sang. Donc, comme son nom l'indique, c'est un recueil qui est édité par la maison d'édition, pas du tout, la librairie 100 pages. Si j'y pense, je mettrai le lien de leur site internet dans la barre d'informations. Et d'ailleurs, j'ai participé il y a peu à la campagne pour le second recueil de sang. Donc celui-ci s'appelait Fiole 1 Slasher. Voilà, alors ça c'est comme tous les recueils de nouvelles. Il y a des très bonnes nouvelles, des nouvelles que j'ai adorées et des nouvelles qui m'ont forcément moins plu. C'est le jeu des recueils de nouvelles. La particularité ici, comme son nom l'indique, c'est que toutes les nouvelles vont utiliser, imaginer, retravailler le slasher, certains de manière originale, d'autres de manière gore, d'autres de manière ultra classique. Enfin vraiment, il y a vraiment plein de manières différentes de réinterpréter le slasher, ça c'était plutôt cool. Trigger warning, attention, bien évidemment c'est gore et c'est trash. Il y a certaines nouvelles également qui dénoncent des choses extrêmement importantes, il y a des sujets importants qui sont évoqués. Il y en a qui sont 100% fun popcorn que j'ai beaucoup aimé, et il y en a d'autres voilà, qui dénoncent des choses quand même assez difficiles. Juste, j'ai noté sur un petit papier les nouvelles que j'ai préférées. Donc, j'ai adoré la nouvelle de Caroline Carton.
D'ailleurs, je vous en ai parlé comme une autrice que j'avais envie de découvrir. J'ai trichouillé un peu. Caroline Carton. Pourquoi j'ai adoré la nouvelle de Caroline Carton? J'aurais peut-être dû regarder avant. Je suis vraiment nulle pour ça. Donc, la nouvelle de Caroline Carton m'a beaucoup plu. Ah oui, avec un petit retournement qui était vraiment plutôt intéressant. C'était vraiment très cool. J'ai adoré celle de Arnaud Dubois. Alors, je regarde parce que il y en a une que j'ai absolument adorée. Non, tu t'approches pas. Ah oui, Arnaud Dubois, celle-là, attention, elle peut heurter certains d'entre vous. J'avoue que moi, elle m'a fait un peu de peine, mais elle est également, moi qui adore la thématique de la vengeance, elle est extrêmement jouissive. C'était très très cool. Celle de Geoffrey Clostrieux m'a aussi beaucoup plu. Alors Geoffrey Clostrieux, c'est celui qui a écrit sur chez Le Héron d'Argent, un roman avec exorciste dans le titre, bien évidemment. Est-ce que je me rappelle? Pas du tout. Mais il y a, voilà. Et ici, donc j'ai beaucoup aimé celle de Geoffrey Clostrieux. Pourquoi? Je crois que c'était un peu gore, celui-ci. Mais c'était plutôt cool aussi. Oui. Pareil, je crois que c'est aussi la vengeance, celui-ci. Donc ça, forcément, ça m'a beaucoup plu. Kevin Dos Santos, un slasher, sachant slasher... intéressant, que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré celle de Anthony Lamacchia avec alors on est sur une thématique avec laquelle j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai beaucoup aimé la proposition qu'il fait autour du slasher. Alors on a des nouvelles où ça finit pas toujours bien, hein, je précise aussi quand même. Et la dernière que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Stéphane Géin, Bloody Red Falcons, qui m'a aussi beaucoup plu. Voilà, donc c'est les nouvelles que j'ai préférées. Ça veut, voilà, je ne vais pas forcément vous parler de celles que j'ai moins aimées. En tout cas, celles-ci, je les ai beaucoup aimées. Et du coup, voilà, il y a certains titres de ces auteurs que j'ai mis dans ma wishlist. Alors, sachant que Caroline Carton, Geoffrey Clostrieux et Anthony Lamacchia, j'ai des titres déjà dans ma palle, donc c'est plutôt cool. Bref, un recueil de nouvelles. J'ai passé un super moment. J'en ai lu... une tous les week-ends, je crois. Enfin, une tous les week-ends, en tout cas, une tous les jours où je ne travaillais pas. Voilà. Et voilà, je faisais ça tous les matins. Et franchement, voilà, j'ai pris un peu de temps pour le lire, mais j'ai passé du coup un bon moment et j'ai vraiment pu profiter de chaque nouvelle. Plutôt que, parce qu'avec le recueil de nouvelles, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je me dis oui, mais je vais pas les enchaîner en fait, parce que si je les enchaîne, elles vont pas marquer ou voilà, elles vont pas m'impacter de la même manière. Là, je trouve que la manière dont moi, je l'ai lu, c'est-à-dire une tous les week-ends, enfin, une le samedi, une le dimanche, je crois, et une les jours où je ne travaillais pas. Et ben, ça me permettait d'apprécier chaque nouvelle. C'était, puis voilà, ça a duré plus longtemps. Bref, c'était très cool. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu et j'ai donc terminé l'intégrale de Steam Sailor puisque j'ai lu le tome 3 et le préquel. Donc, c'est de Ellie S. Green. C'est publié chez Gulfstream. Donc, moi, j'ai la très, très belle intégrale, absolument magnifique. Bon, le tome 1, c'était pas dingue. Alors, je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Monsieur Cabric. Je précise, on était plusieurs. Et c'est vrai que il me semble qu'on est globalement du même avis sur la série globale. Pas forcément sur les 3 tomes. J'étais très mitigée sur le tome 1. J'ai beaucoup plus aimé le tome 2. Et le tome 3, c'est clairement un flop. Ça n'a pas du tout marché avec moi. Je pense que je suis pas le public visé et que ça ne m'a pas touchée. J'ai eu une lecture qui était complètement détachée. Pas d'empathie, pas d'inquiétude pour les personnages. Je trouve qu'il n'y a pas de suspense. Je trouve que tout est trop facile, tout est trop téléphoné. Je vois les qualités en fait. Je vois que c'est bien écrit, je vois qu'il y a de l'action, je vois que les personnages pourraient être intéressants. Il y a un côté fun family que moi c'est quelque chose que j'aime bien généralement. Il y a des retournements de situation, que j'avais vu venir. Voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi, pas du tout. Je suis pas certaine que je relirai l'autrice puisque voilà, si à chaque fois elle écrit plutôt pour des jeunes publics, malheureusement je ne suis pas la cible et je vais pas, alors je n'irai pas jusqu'à dire perdre mon temps parce que c'est un peu fort, mais je n'irai pas m'investir dans une lecture où je sais qu'au final avec moi ça risque de ne pas fonctionner et là clairement ça n'a pas fonctionné. Je suis un peu, alors c'est vrai que moi je n'ai vu que des coups de cœur ou des excellentes lectures sur Steam Sailor, moi je suis passée à côté, j'ai trouvé ça trop jeunesse, trop facile. Un manque de profondeur et ce qui a achevé vraiment définitivement c'est la fin. Il y a quelque chose dans cette fin que je n'aime pas, que je trouve
je trouve que c'est trop facile en fait. Et je trouve qu'à chaque fois que les auteurs font ça, moi ça me sort un peu de ma lecture. Et à chaque fois je me dis, pourquoi tu fais ça? Tu fais un choix, va jusqu'au bout de ce choix. Voilà, ce faux suspense, j'y ai pas cru et forcément, voilà, à chaque fois, ça me fait les vieux le ciel encore plus. Par contre, j'ai lu le préquel était beaucoup plus cool. Franchement, je pense que dans l'ordre de mes préférences, il y a le tome 2, non, le préquel, le tome 2, le tome 1 et le tome 3 en 4e position qui ne m'a pas plu du tout. C'est dommage, tout le monde a aimé cette série, je suis le petit mouton noir qui n'a pas aimé. Enfin, qui n'a pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'était sympa. Mais clairement, c'est pas une lecture qui va me marquer, c'est pas une lecture qui va m'impacter et c'est une lecture que j'ai faite finalement sans émotion et voilà, ça n'a pas fonctionné avec moi, c'est tout, c'est bien dommage. Mais globalement, de ce que je reproche à ce titre, sur le groupe de personnes avec qui on l'a lu, on est globalement toutes plus ou moins du même avis. On n'a pas tous et toutes le même avis sur nos préférences de tomes, de lecture, mais sur les reproches qu'on a à faire à cette série, globalement, on trouve beaucoup trop de facilité, un manque de profondeur, un manque d'enjeu aussi, vraiment. Et voilà, c'est un peu dommage. C'était sympa. À 15 ans, enfin même pas à 15 ans, je pense qu'à 12 ans, j'aurais adoré. Maintenant, voilà, je suis passée à côté. Et j'allais dire, on n'y reprendra plus. C'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, on n'y reprendra plus avec cette autrice. Je pense que pour le moment, cette autrice, je vais tout simplement arrêter. Et ça fait partie vraiment de beaucoup de questions que je me suis posées par rapport à ma pile à lire et à mes achats. Et que je continue toujours de me poser d'ailleurs. Typiquement, une série qui n'était pas pour moi et que j'aurais quelque part pas dû tenter. Ensuite, j'ai lu L'oiseau et la lame de Megan Bannon. C'est publié chez Albin Michel. Alors ici, c'est une petite déception. On va être au XIIIe siècle dans l'Empire mongol. On va suivre une jeune demoiselle chinoise. Elle est réduite en esclavage et elle va se retrouver au service d'un khan. Il va y avoir une attaque et le khan et son fils et elle, par un concours de circonstances que je ne vais pas forcément vous raconter, ils vont se retrouver à devoir fuir et à essayer de traverser quasiment tout le pays. Sachant qu'au début de l'histoire, on démarre avec le khan et notre petite esclave qui sont tous les deux dans une ville. Ils sont à la recherche du fils du khan qui s'est plus ou moins échappé, en tout cas qui a disparu. Et ce fils du khan va, en tout cas on le devine, va voir la princesse pour essayer de résoudre plusieurs énigmes. S'il réussit à résoudre ces énigmes, il épousera la princesse. Au démarrage de l'histoire, on en est là. Ensuite, on a un retour dans le passé et voilà, on retourne en 1300 et on va essayer de comprendre comment nos personnages en sont arrivés à ce démarrage. C'est une structure que j'aime bien généralement. On me donne le point de départ, on retourne dans le passé et on me raconte ce qui s'est passé. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé justement cette structure où on va alterner entre différentes époques. Le démarrage était assez intriguant. Comme je vous l'ai dit, avec moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous me donnez en gros la fin au début et puis vous remontez le temps. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont envie de savoir comment on en est arrivé là. Et forcément, ça a fonctionné avec moi. On a également toute une ambiance, enfin on n'a même pas qu'une ambiance puisqu'on est vraiment en Mongolie, donc on a vraiment toute la culture mongole qui nous est dépeinte, culture que je ne connaissais pas du tout, j'ai appris beaucoup de choses, c'était extrêmement intéressant. Le rythme, il est assez lent finalement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ennuyeux, mais c'est vrai que le rythme, il n'est pas forcément très très lent, on va prendre beaucoup de temps pour raconter les choses. Notre personnage principal, il prend son temps et l'autrice, elle prend son temps pour nous raconter cette histoire. Donc, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément dérangé. Moi, un rythme lent ne me gêne pas plus que ça, puisque l'histoire me tentait bien. Mais il y a une romance qui va arriver et qui, à nouveau, va prendre un peu plus de place, un peu plus de temps. Quand moi, j'avais envie plutôt qu'on me raconte autre chose. Voilà, ça, c'est quelque chose... La romance, elle a fini ouais, par me lasser, par m'ennuyer. C'est vraiment quelque chose... Ouais, c'est pas quelque chose... En tout cas... Cette année, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire. Voilà. Peut-être que ça reviendra dans les années futures, mais pour le moment, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lire. Alors la romance, elle n'est pas non plus centrale à l'histoire, mais elle est là, elle prend de la place, elle a un intérêt. Alors pour le coup, elle a un intérêt, elle tombe pas du ciel, ça c'était plutôt pas mal, mais ça a fini par me fatiguer un petit peu. J'ai beaucoup aimé la fin. La fin, je trouve, est très réussie, contrairement à Steam Sailor. Hein. Voilà, où là, l'autrice, elle assume quelque chose, elle va jusqu'au bout. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais j'avoue que la romance m'avait un peu déconnectée de ma lecture. Donc j'ai fini un petit peu détachée. C'est un petit peu dommage, mais je suis curieuse de découvrir l'autrice dans d'autres choses. Si vous avez l'occasion de découvrir ce titre qu'on a très peu vu passer, et si la culture mongole vous intéresse ou si vous avez envie de lire une histoire entre l'historique et la fantaisie,
dans un univers un peu différent. C'est un titre, vraiment, c'est un one-shot. Voilà. Et c'est, je pense, plutôt intéressant. C'était cool, je ne regrette pas ma lecture. Mais voilà, je suis un petit peu déçue, j'en attendais beaucoup plus. Toujours dans mon idée de lire des recueils de nouvelles, j'avais fini le recueil 200 et je n'avais toujours pas repris le travail. J'étais toujours en vacances, donc je me suis dit, bah Stéphanie, tu vas prendre un deuxième recueil de nouvelles. Que t'arrive-t-il? Et tu vas continuer de lire une nouvelle à chaque fois que tu ne travailles pas, du coup, jusqu'à ce que tu reprennes le travail. Donc, j'ai sorti ce recueil-ci, The Dark Gates of Terror. Donc, ce sont des nouvelles de Frédéric Livens. C'est illustré par Christophe Huette. C'était publié chez Sema Édition. Malheureusement, la maison d'édition a fermé. Donc, je crois que ce titre-ci, si vous pouvez le trouver, c'est uniquement d'occasion. Si vous avez la chance de le trouver. Je ne sais pas si Frédéric Livens a récupéré les droits des nouvelles qui sont à l'intérieur et s'il a prévu ou envisagé de le rééditer. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec ces nouvelles. Il y en a 4. Alors, Frédéric Livens, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises, donc je connaissais le style, je savais à quoi m'attendre. Bah forcément, je ne vais pas savoir. Il y en a 4 ou 5 à l'intérieur de nouvelles, je ne sais plus. Ce sont des nouvelles qui mettent en scène des créatures de l'imaginaire fantastique, vampires, zombies, métamorphes, etc. Mais avec à chaque fois une narration un petit peu différente. Par exemple, la première nouvelle, elle s'intitule « Dualité ». Et moi, je trouvais qu'elle avait un peu un style Edgar Allan Poe, vous savez, genre le personnage, il fait nuit, on est en hiver, il reçoit une lettre, et il va lire cette lettre d'un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qui va lui raconter quelque chose qui s'est passé, etc. Voilà. En tout cas, pour la première nouvelle, on est sur ce style-là. Donc, moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un très, très chouette moment. Les illustrations, elles sont très, très belles. Vraiment. On a à chaque fois le titre de la nouvelle et ensuite une illustration. Je trouve juste qu'elles sont peut-être pas très bien placées. Elles auraient peut-être dû être intégrées à l'histoire ou les mettre à la fin pour certaines. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Sinon, c'est vrai que chaque illustration, elle vous met quand même dans l'ambiance de ce que vous allez lire après, donc c'était plutôt sympa. Voilà, donc c'était sympathique à lire. J'ai pas de nouvelle qui m'a vraiment marqué, où j'ai fait waouh, comme j'ai pu faire sur certaines nouvelles du recueil de sang que j'ai vraiment adoré. Mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment, c'était chouette de retrouver Frédéric Livens. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus, bah, franchement, je vous le recommande parce que moi, j'ai passé un très bon moment. De manière générale, je vous recommande Frédéric Livens si vous ne l'avez jamais lu. Ensuite, j'ai lu... Non, j'ai pas lu toute la briquette, c'est pas vrai. J'ai lu le deuxième tome, qui doit être à peu près ça, là, de cette seconde intégrale de l'Assassin Royal, la deuxième époque de Robin Hobb, publiée chez J'ai lu, que j'ai lu en lecture commune avec Monsieur Cabric. Bon. Après Les Aventuriers de la Mer, qui est extrêmement dynamique, où il se passe plein de trucs, où vous avez des personnages attachants, des personnages que vous détestez et tout ça, c'est compliqué de lire l'Assassin Royal, la deuxième époque, parce que c'est lent. Franchement, c'est lent. Moi, j'aime beaucoup l'autrice. J'adore l'Assassin Royal. J'aime même bien Fitz, même si dans cette intégrale-ci, j'ai envie de le frapper parfois. Mais je trouve que dans cette deuxième époque, s'il y a un mot, si on devait donner un mot pour la définir, ça serait lenteur. Je trouve que c'est lent. Je trouve que l'autrice, elle prend beaucoup de temps pour certaines choses. Alors, je me dis peut-être qu'elle pourrait accélérer, parce qu'elle peut le faire, hein, puisque Les Aventuriers de la Mer, ça dépote quand même, hein. Et là, c'est lent, c'est lent. Alors, je me dis, ça devient la marque de fabrique de l'Assassin Royal. C'est vrai que dans la première époque, il y avait un peu parfois ces lenteurs. Mais alors ici, c'est lent. Franchement, c'est lent. Surtout que parfois, vous avez la sensation qu'il va se passer quelque chose. Et hop là, on repart dans cette longueur, dans cette lenteur où ils vont faire des kilomètres et des kilomètres. Bref, c'est le maître mot. C'est lent. Franchement, c'est lent. Même pour moi, je trouve que c'est lent. Et en plus, on a des personnages qu'on aimait bien. Franchement, on les aimait bien. Mais ils sont absolument insupportables dans cette intégrale. Fitz, mon Dieu. Mais Fitz. J'ai envie de te frapper parfois. Mais celui que j'ai envie le plus de frapper et de prendre Fitz et de taper dessus, c'est Imbre. Je ne comprends pas comment ce personnage... Je me dis mais comment tu as pu l'apprécier? Pour tout vous dire, il m'insupporte ici. Vraiment, il m'agace, il m'insupporte pour tout un tas de raisons que je ne vous dirai pas, bien évidemment. Mais il m'insupporte. Heureusement, il y a le fou. Heureusement, il y a le fou. Toujours ce personnage qui pose plein de questions. On ne sait pas trop d'où il est, où il va, qu'est-ce qu'il veut. Bref, on en saura plus ici, je n'en doute pas. Bref, je vais aller au bout parce que malgré tout, c'est un univers que j'aime. Et
il y a des personnages que j'aime bien quand même. Et j'ai envie de savoir où est-ce qu'on va aller. Dans cette série, on a quand même toujours du féminisme. Robin Hobb, elle lâche pas comme ça non plus ses points de départ. Il y a quand même pas mal de touches féministes. On a quand même les femmes qui ont un rôle extrêmement important. N'oublions pas qu'on a quand même une reine, la reine Kétriken. Et puis, on a aussi une autre jeune femme qui apparaît, qui a l'air d'avoir aussi pas mal de, j'allais dire de, non, je peux pas le dire, ça va être un gros mot, de cran, on va dire ça comme ça, de cran, de courage, ça a l'air plutôt cool. L'univers, il est cool. Et puis, voilà, sur ce second tome de cette intégrale, on a quand même beaucoup de questions. Le fou, pourquoi, comment, où, voilà, le fou. Je me pose quand même beaucoup d'interrogations, je me demande où l'autrice va aller, je me demande comment elle va faire pour terminer tout ça en 2 tomes. Peut-être que ça va aller beaucoup plus vite, je l'espère, parce que là, sinon, je me dis, mais ça va être long, encore plus long, j'espère pas. Et j'ai peur. Et j'ai peur pour certains personnages, j'ai peur d'en perdre, j'ai peur que certains... J'ai peur, voilà, j'ai peur pour certains personnages. Bref, j'aime l'Assassin Royal malgré tout, même si Fitz me rend dingue, et même si... Purée, mais accélère. Voilà, je vous jure que... Ouf. Et alors ensuite, j'ai terminé le mois, pas ma meilleure lecture du mois quand même. Hein. Donc j'ai terminé le mois avec Mort imminente de Peter James. Moi j'ai une édition France Loisirs. Alors, sur la 4e, on me parle d'une jeune journaliste. Non, c'est pas de vrai. L'histoire démarre avec donc une jeune journaliste, effectivement, qui est mandatée pour aller assister à l'exhumation d'un corps, d'une tombe, puisque il se murmure, enfin des gens auraient entendu une personne frapper dans un cimetière. Frapper, vous imaginez bien qu'a priori, on envisage qu'une personne aurait peut-être été enfermée dans un cercueil et taperait pour pouvoir sortir de ce cercueil. Donc une jeune journaliste va être mandatée pour assister à l'exhumation et... alors, peut-être pas mener l'enquête, mais en tout cas, faire un ou plusieurs articles sur ce sujet pour son journal. En alternance avec cette jeune femme, on va également suivre un jeune garçon qui, alors je crois vers l'adolescence, il a un accident de vélo, enfin il se fait renverser par une voiture, et il va vivre ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Non, de mort imminente, comment ça s'appelle? Bref, il pense qu'il a quitté son corps et que, eh bien, il a vu, vous savez, enfin, vous avez probablement entendu parler de ça, ce fameux tunnel où il allait partir et puis quelqu'un lui a dit non, tu peux pas partir, tu peux pas mourir tout de suite. Voilà. Donc, on va suivre ces 2 personnages en alternance pendant un assez long moment et c'est principalement ce que j'ai à reprocher à cette histoire, c'est que c'est long. C'est long, c'est long, c'est long à démarrer. On passe un temps infini avec Kate, ses problèmes, sa vie, et puis donc ce jeune homme qu'on va suivre aussi sur une assez longue période. Ça, c'était peut-être un petit peu plus intéressant, mais on le suit comme ça sur une longue période, et au bout d'un moment, on se dit, parce qu'on a déjà lu du thriller, tous et toutes, on se dit, à un moment, ils vont se rencontrer, enfin, en tout cas, il va y avoir un lien entre ces 2 parties qui va se faire, et c'est lent, et le lien, on met un temps fou à le voir, et peut-être que l'auteur s'est dit, ça va intéresser le lecteur. Alors au début, ça m'intéressait, mais au bout d'un moment, j'avais envie de lui dire, allez, vas-y. Parce que finalement, à un moment, le lien, vous le voyez. En tant que lecteur, vous vous dites, je pense que c'est ça. Mais l'auteur, il ne vous le met pas tout de suite, donc c'est encore plus long. Bref, donc ça se lit bien. L'alternance de points de vue, forcément, vous avez envie de savoir. Donc, vous tournez les pages, ça va quand même assez vite. Enfin, assez vite. Ça vous donne envie de lire, donc c'est ce que moi, ça m'a fait. J'avais envie de lire, j'avais envie de savoir. Mais à chaque fois, je me disais, mais où est-ce qu'on va en vrai? Où est-ce qu'on va? Et finalement, ce vrai sujet... il arrive assez tard et c'est presque dommage parce que sinon, je trouvais que l'idée était excellente. On a un personnage aussi qui est absolument odieux. C'est-à-dire qu'on va suivre Kate qui est plutôt sympa, j'allais dire, enfin en tout cas standard. Voilà, quelqu'un de normal, qui a un travail, une vie, etc. Et on a un autre personnage mais qui est horrible, vraiment horrible. Les remarques sexistes. On a une scène on a des scènes de VSS, hein, vraiment. C'est un truc qui est pas facile à lire, enfin voilà, et finalement est-ce que l'auteur le dénonce vraiment? Je suis pas certaine. En tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça. On a quand même une scène, bon, je vais vous le dire, il y a une scène de viol clairement, et puis après la jeune femme lui dit ah ouais mais bon à cause de tel et tel truc voilà je vais rien dire. Bah non, enfin non je sais pas, enfin bon moi ça m'a fort dérangé. La fin elle est pas terrible.
Je suis désolée, même si elle a un côté un petit peu original, un petit peu différent de ce qu'on peut lire. J'ai pas trouvé ça dingue. Finalement, en fait, comme le vrai sujet, il arrive très tard, ben, vous avez presque l'impression qu'en gros, tout est résolu en 100 pages, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Vous vous dites, bah attends, le roman, il fait combien? 400 quelque chose, ouais, 450. On va dire 350 pages d'introduction et 100 pages pour nous plier le truc. C'est un petit peu dommage. On a une ambiance qui est plutôt intéressante. Voilà, ça se lit bien, l'alternance de point de vue, l'ambiance. On est à la lisière entre le fantastique et puis l'enquête policière. On ne sait pas trop finalement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est imaginaire, est-ce que les gens ont rêvé, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais finalement, je trouve que l'auteur, il n'exploite pas vraiment tout ça. Je sais pas, l'impression que ça m'a fait, c'est j'ai une idée, je vais la développer. Ah mince, il faut que je le finisse. Bon, bah hop, je plie ça en 50 pages et voilà quoi. Donc c'est un peu dommage. On a également une romance qui n'a aucun intérêt, mais absolument aucun intérêt. Et puis on a également des scènes de fesses sans aucun intérêt non plus. C'est censé être un thriller un peu fantastique peut-être. Voilà, donc on a une ambiance, ouais, un peu crade, un peu glauque. Mais franchement, moi j'ai pas trouvé ça dingue. Vraiment, vraiment pas dingue. Voilà, c'était pas terrible. Je suis désolée, je trouve que c'était pas ouf. Et je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Je pense que je vais peut-être mettre le mois de la déception sur l'intitulé de cette vidéo parce que j'ai quand même eu pas mal de lectures un peu bof et un peu décevantes. Pas horribles, mais voilà, pas non plus des lectures où vous ficez, faites un... Non, c'était pas terrible quand même. Bon, voilà. Un petit peu dommage, mais ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, il y en a quelques-unes qui ont largement relevé le niveau. Voilà, bref. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous en remercie beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a quelque chose en lien avec mort imminente? Non, on va faire autre chose. Comme j'ai lu quand même pas mal de romans un peu halloweenesques, mettez des têtes de mort dans les commentaires. Alors, mettez des têtes de mort, pas que je me permette de vous donner des ordres, mais si vous avez envie de marquer votre passage par ici et que vous savez pas ou vous n'avez pas envie forcément de mettre un commentaire long ou court d'ailleurs, ou un petit mot, mettez simplement des petites têtes de mort, voilà. Parce qu'en plus, on n'a pas eu des lectures que dingues sur ce mois-ci, donc ça sera cohérent, je pense. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!